Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 28 août 2023, avec l'Égypte qui espère que son entrée imminente dans le groupe des BRICS contribuera à réduire son déficit en devises et à attirer de nouveaux investissements. Réuni en sommet à Johannesburg, le groupe des BRICS a annoncé jeudi dernier qu'il allait accueillir de nouveaux membres. L'Égypte, l'Iran, l'Argentine, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis devraient rejoindre l'originel club des 5 à partir du 1er janvier 2024. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le groupe des BRICS, qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a invité l'Égypte et 5 autres pays à le rejoindre. Le Caire a immédiatement accueilli favorablement cette offre. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré, peu après avoir adressé l'invitation à l'Égypte, qu'il apprécie hautement l'annonce par le bloc des BRICS de l'invitation de l'Égypte à devenir membre à partir de janvier 2024 et que nous sommes très fiers de la confiance de tous les blocs avec lesquels nous entretenons des relations étroites, a écrit le président. Il a ajouté que nous espérons coopérer et coordonner avec eux au cours de la période à venir ainsi qu'avec les pays invités à nous rejoindre afin d'atteindre les objectifs de l'Assemblée visant à renforcer la coopération économique entre les pays membres. L'objectif du bloc visant à réduire les transactions intra-dollars soulagera la pression sur l'échange en Égypte, a déclaré jeudi le gouvernement égyptien dans un communiqué. Ajoutant que la présence de l'Égypte en tant qu'État membre de la Banque de développement des BRICS offrira des opportunités d'obtenir des facilités de change et de financement de ces projets de développement. Le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est rendu mercredi à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour assister au 15e sommet des BRICS. Intervenant lors du sommet, Madbouli a déclaré que l'Égypte est impatiente d'être un membre actif et influent du bloc et de contribuer à ses efforts visant à trouver des solutions pratiques, efficaces et réalisables aux défis rencontrés par nos pays. Le Premier ministre a affirmé l'aspiration de l'Égypte à promouvoir la coopération et à poursuivre le travail conjoint avec les États membres du bloc des BRICS dans divers domaines au niveau bilatéral et multilatéral. Madbouli a tenu ses propos lors d'un discours qu'il a prononcé jeudi au cours d'un dialogue de haut niveau sur la coopération entre l'Afrique et les BRICS qui s'est tenu en marge du 15e sommet des BRICS. Madbouli a déclaré que l'Égypte accueille favorablement toutes les initiatives et tous les projets visant à réaliser les intérêts mutuels et à construire un partenariat durable. Selon les économistes, l'adhésion aux BRICS pourrait éventuellement aider l'Égypte à attirer davantage d'investissements. Elle pourrait contribuer à renforcer ses relations avec les principales économies des pays émergents. Les analystes estiment qu'il est logique pour l'Égypte de se rapprocher de la Chine, qui est une source potentielle d'énormes investissements directs étrangers dans l'industrie égyptienne. L'Égypte a deux besoins urgents, à savoir l'accès aux investissements directs étrangers et une dette moins chère, et l'adhésion aux BRICS pourrait contribuer à atteindre ces deux objectifs. D'après les spécialistes, l'expansion des BRICS n'aurait probablement pas d'effets économiques significatifs à court terme, mais le changement potentiel de la géopolitique pourrait avoir des implications à plus long terme sur le commerce et la croissance économique. Le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a annoncé jeudi dernier lors d'une session au sommet des BRICS 2023 que le bloc des BRICS avait invité l'Égypte, l'Argentine, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis et l'Éthiopie à devenir membres du bloc, à condition que leur adhésion soit valable à compter du 1er janvier 2024. Le président Abdel Fattah el-Sisi a apprécié l'annonce des BRICS d'inviter l'Égypte à devenir membre à partir de janvier 2024. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Raouf Ghafar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur l'adhésion de l'Égypte aux BRICS. Bonjour, monsieur Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Alors, on peut dire que le sommet des BRICS 2023 est considéré comme un bloc économique important
au niveau international. Alors, l'Égypte dans les BRICS, que signifie cette adhésion permanente au groupe? L'Égypte, c'est un pays important. Bien que nous sommes en voie de développement et nous développons rapidement, mais nous sommes un pays important. Bien que nous allons bénéficier quand nous joignons le BRICS, en même temps, eux encore, ils vont bénéficier. Sur le plan politique, sur le plan économique, c'est une situation gagnante des deux côtés. Et la décision, c'est une décision intelligente. Le fait que l'Égypte s'est présentée pour joindre ce bloc, encore une fois, c'est un bon pas dans la voie du développement. Ça va avoir beaucoup d'impact sur notre économie particulièrement. Donc, à la fin du compte, c'est un pas actif, c'est un pas positif dans la direction du développement économique de l'Égypte et ça va sûrement rendre service à beaucoup de pays qui sont déjà membres dans le BRICS. Selon vous, docteur Raouf Ghaffar, quel avantage l'Égypte pourrait-elle tirer lors de son adhésion au groupe de BRICS? Franchement, sur le plan économique, je vais parler. Premièrement, le fait que nous allons augmenter notre échange économique avec les pays du BRICS et avec la plupart de ces pays, nous avons déjà des relations économiques énormes. Déjà, oui. On parle de la Chine, de la Russie, de l'Inde, l'Argentine également, oui. On va augmenter le taux d'échange d'un côté et l'utilisation des monnaies locales de chaque pays va diminuer la pression qu'on a à la recherche du dollar. Donc, encore une fois, ça va aider à l'amélioration de la livre égyptienne. On va diminuer la demande sur le dollar un peu. Et ça encore, ça sera très, très positif sur le plan économique de l'Égypte. Surtout que beaucoup de produits, particulièrement alimentaires, viennent de ce côté. Donc, pour nous, ça va justement rendre les choses un peu plus faciles sur le plan utilisation de dollars, etc. Ça, encore une fois, c'est une chose très importante. La troisième chose, c'est que ce bloc a assez de savoir-faire, assez d'expérience qu'on peut utiliser sous forme de projets communs, sous forme d'expérience pour développer notre production, notre industrie, etc. Surtout que le know-how que ces pays ont, c'est un know-how assimilable et ça va rendre service certainement à l'industrie en Égypte. Oui. L'Égypte étant un pays arabe à s'adhérer au BRICS et également il y a l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Alors, avec ces trois pays arabes, est-ce qu'on peut dire que le monde arabe changera ou bien l'adhésion au BRICS, au groupe de BRICS, aura des effets positifs sur le Moyen-Orient? Absolument. Vous parlez du BRICS comme ça existe aujourd'hui, ça représente 40% de la population du monde, ça représente un bon 5% de l'économie mondiale, avec, quand on ajoute les 6 pays qui ont été acceptés comme membres complets l'année prochaine, on parle de presque 50% de la population du monde, on parle de à peu près 40-45% de l'économie mondiale. Donc ça va représenter un poids politique d'un côté et surtout économique qui va balancer un peu l'économie mondiale. Et nous savons que le bloc ouest
en tête Amérique, Europe, etc., ils ont presque un contrôle sur l'économie mondiale. Avec ce bloc, non, il y aura une compétition et ça va représenter, encore une fois, un bien non seulement pour les membres du BRIC, mais à mon opinion, sur le plan économique mondial. Ça va avoir des impacts sur les autres pays, même qui ne sont pas dans le BRICS. Donc, à mon opinion, c'est une situation gagnante des deux côtés qui va, encore une fois, à mon opinion, être excellente et pour l'Égypte et pour le bloc en général. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Raouf Ghafar, expert en économie, pour ces explications. Et enchaînons avec le Niger. Alors, le bloc régional d'Afrique de l'Ouest, connu sous le nom de CEDEAO, a lancé un ultimatum aux nouveaux dirigeants militaires, leur demandant de rétablir et de libérer le président Mohamed Bazoum, qui est assigné à résidence depuis un mois avec sa femme et son fils, ou de faire face à la menace potentielle d'une force militaire. Les détails avec Dalia Karam. Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali, Olivia Rouamba et Abdoulaye Diop, étaient en visite jeudi à Niamey, où ils ont été reçus par le nouvel homme phare du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Ils ont salué la signature d'ordonnances autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression, selon un communiqué lu par Oumarou Ibrahim Sidi, le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères nigérien à l'issue de la visite. Le bloc régional d'Afrique de l'Ouest, connu sous le nom de CEDEAO, a lancé un ultimatum aux nouveaux dirigeants militaires leur demandant de rétablir et de libérer le président Mohamed Bazoum, qui est assigné à résidence depuis un mois avec sa femme et son fils, ou de faire face à la menace potentielle d'une force militaire. En réponse à cette menace, le chef de la junte nigérienne a autorisé les troupes des pays voisins, le Mali et le Burkina Faso, à se porter à sa défense en cas de besoin. La CEDEAO a également rejeté une proposition de la junte nigérienne concernant une transition de 3 ans vers un régime démocratique. L'organisation a fait du Niger une ligne rouge contre d'autres coups d'État après en avoir connu plusieurs dans la région, dont 2 au Mali et au Burkina Faso depuis 2020. Le Niger a été considéré comme l'un des derniers pays démocratiques de la région du Sahel au-dessous du désert du Sahara, avec lequel les nations occidentales pourraient s'associer pour repousser l'insurrection terroriste croissante liée à Al-Qaïda et au groupe Daesh. La France, d'autres pays européens et les États-Unis ont consacré des centaines de millions de dollars à l'équipement et à la formation de l'armée nigérienne et, dans le cas de la France, ont mené des opérations conjointes. Depuis le coup d'État, ces opérations militaires ont été suspendues pendant que les deux parties décident de ce qu'il convient de faire. Par ailleurs, l'ultimatum lancé à l'ambassadeur de France au Niger a pris fin dans la soirée du dimanche 27 août, censé partir dimanche soir. Il est toujours présent à Niamey. Les putschistes avaient donné 48 heures à l'ambassadeur français pour quitter le Niger, mais la France n'entend pas céder au chantage. Depuis le début, Paris a toujours tenu la même ligne. Elle considère que les militaires qui ont pris le pouvoir sont illégaux et donc ils n'ont pas l'autorité pour demander le départ d'un ambassadeur. Des unités de police supplémentaires sont désormais présentes dans le quartier de l'ambassade de France. Changeons un peu de sujet, laissons un peu la politique avec le Kenya, où les jeunes Maasai du Kenya renouent avec leur culture lors de la cérémonie des Noto. Ils viennent de terminer la première journée de Noto, la cérémonie qui marque le passage des guerriers dans l'âge adulte. Un commentaire de Shamseneni. Les jeunes Maasai du Kenya renouent avec leur culture lors de la cérémonie de Noto. Tout sourire, leurs cheveux teints d'ocre rouge recouverts d'une coiffe en plumes d'autruche, les jeunes Maasai
font des selfies. Il vient de terminer la première journée de Noto, la cérémonie qui marque le passage des guerriers dont l'âge adulte. Âgés de 18 à 26 ans, ils sont venus par centaines jusqu'à Nelar, village reculé du sud-ouest du Kenya. Tous issus de la même génération de Morons, guerriers en langue Maasai, c'est l'une des cérémonies les plus importantes qui unit la communauté Maasai. Originaires de la région, un certain nombre d'entre eux l'ont quitté pour travailler ou suivre des études dans les villes de Kisii, Nairobi. Tous arborent le rouge, la couleur sacrée des Maasai, de leurs cheveux recouverts d'un mélange d'ocre et d'huile jusqu'à shuka, la couverture traditionnelle qui leur servait de vêtements. Ce rite de passage qui se tient tous les 10 ans dans chaque clan Maasai rassemble également familles, habitants et officiels locaux, plusieurs milliers de personnes au total. Durant 5 jours, la cérémonie est rythmée par les traditionnels chants gutturaux et les danses en file indienne à cloche-pied. L'Ondumu célèbre Saut Maasai et divers rituels comme le sacrifice de vaches dont le sang est bu par les Morons ou le rasage des cheveux par leur mère. Les guerriers abandonnent alors leur épée pour le fimbo, le bâton de marche des aînés. Les cérémonies de ce peuple de bergers semi-nomades vivant dans le sud-ouest du Kenya et le nord de la Tanzanie ont dû s'adapter au changement de la vie moderne. La population dispersée embrasse désormais bien d'autres activités que le pastoralisme. Scolarisés pour certaines, les Morons ne passent plus 2 ans dans un village isolé appelé Emoyata, mais s'y retrouvent durant les vacances scolaires pour apprendre l'histoire et les traditions Maasai ainsi que la vie en société. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique. Et je tiens à vous remercier infiniment. Merci et bonne journée. Au revoir.